De retour dans votre matinale sur CNews, vous le voyez, ils sont dans les starting blocks. Pierre de Villeneuve et son invité Naïma Moutchou, ministre des Outre-mer. Et nous, on se retrouve juste après la grande interview CNews Europe 1 à 8h30 pour un nouveau journal. À tout de suite. Et l'invité de la grande interview ce matin sur CNews et sur Europe 1, c'est en effet Naïma Moutchou. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, ministre des Outre-mer et soutien historique et indéfectible d'Édouard Philippe. Comment est-ce que vous arrivez à conjuguer le présent et le futur ? Je suis pleinement à ma tâche comme ministre des Outre-mer, ce qui n'est pas incompatible avec l'idée qu'on puisse se projeter, qu'on puisse penser à demain, à dessiner un projet politique pour la suite. Et au contraire, je crois que... Vraiment, vous arrivez à être dans le continuum d'Emmanuel Macron, alors qu'Édouard Philippe, justement, tente à dire qu'il faut couper avec le passé ? Non, mais la campagne présidentielle ne sera pas une histoire d'héritage politique, ça j'y crois pas. Je pense qu'une présidentielle, ça reste quand même la rencontre de quelqu'un, un candidat avec les Français. Qui a été Premier Sa ministre. Vision, son cap, effectivement, il a été Premier ministre. Il y a un bilan en tant que Premier ministre d'Emmanuel Macron. Tout à fait. Les 80 km/h, les gilets jaunes, la fermeture de Fessenheim, la dette, il en a contribué. Absolument, il a baissé la dette en même temps qu'il n'a pas augmenté les impôts et le chômage a baissé. Donc il y aura un bilan à défendre aussi en temps voulu, mais Édouard Philippe, c'est aussi quelqu'un qui a son propre style, qui a son propre cap, qui a ses qualités, qui a aussi ses convictions, et parfois quand il n'a pas été d'accord, il l'a dit, et c'est là que ça se jouera aussi, parce que moi je crois à cette rencontre avec les Français, au projet et au programme en temps voulu. Du coup, vous arrivez à regarder en Conseil des ministres le président de la République dans les yeux. Mais j'ai aucune difficulté avec ça, parce que je ne suis pas de ceux qui renient, de ceux qui regarderaient le passé en disant je n'ai pas participé. Édouard Philippe non plus. Ne renie pas. Il assumera. Il assumera ce qu'il a fait. Il assumera aussi ce qu'il n'a pas fait, parce qu'il y a beaucoup de désinformation dans l'action qui a été celle d'Édouard Philippe comme Premier ministre. On reviendra sur un certain nombre de sujets. Mais vous voyez bien qu'il est la cible parce qu'il est le candidat le mieux placé. Donc il y a beaucoup de fake news autour de C'est Marine Le Pen pour l'instant qui est la mieux placée dans les sondages. Dans le bloc central. Je parle du candidat du bloc central. Vous parlez du bloc central. Absolument. Donc tout ça, on le fera en temps voulu. Ce qui compte aujourd'hui, c'est de dérouler le projet. C'est d'abord de dire qui nous sommes et où nous voulons amener les Français. C'est de dire que Édouard Philippe, c'est le candidat de la maîtrise de la dépense publique, la maîtrise de l'immigration, la maîtrise de la sécurité. Et c'est aussi le candidat qui se projette pour traiter des sujets, des grands défis de demain. La transition écologique, l'intelligence artificielle, les Outre-mer, qui sont un sujet important pour lui. Voilà, c'est aussi ce candidat à la fois qui veut traiter l'urgence et l'avenir. Du bloc central et effectivement, je ne sais pas si c'est un rival ou un compétiteur, mais il y a Gabriel Attal. Comment est-ce qu'on fait pour les départager ? Il y a plusieurs candidats. Ça, c'est pas quelque chose qui soit inédit dans l'histoire des campagnes présidentielles. C'est plutôt sain d'ailleurs qu'il y ait des débats qui se forment parce qu'il y a des sensibilités. Mais est-ce qu'il y a une sincérité dans la compétition ? Est-ce que vous diriez que c'est une compétition sincère ? Oui, je le crois. Je le crois parce que chacun porte des convictions. Elles sont différentes. Tout le monde ne parle pas du même endroit. On ne part pas tous du même point de départ. Édouard Philippe, il a une histoire. Il vient de la droite républicaine. Ce qui n'est pas le cas de Gabriel Attal. Bruno Retailleau, c'est encore autre chose. D'où il vient pour vous, Gabriel Attal ? Un périmètre un peu plus restreint. Bruno Retailleau, il le cache pas. Il vient du Parti socialiste d'abord. Il a rejoint Emmanuel Macron, dont lui aussi a été Premier ministre. Et il défend une ligne du « en même temps ». Au sein de ce macronisme originel. Voilà, et c'est pas une critique, c'est un fait objectif. C'est factuel. Et vous qui côtoyez... C'est pas le cas d'Édouard Philippe, qui est un homme de droite, qui vient de la droite, et qui va défendre des valeurs qui sont des valeurs de droite, et elles sont très claires. Le travail, le mérite, l'effort, la discipline, l'ordre, le retour à des comptes qui soient soutenables pour le pays. Voilà, c'est autour de ça que se structure sa candidature. Mais vous qui côtoyez au moins autant Édouard Philippe que Sébastien Lecornu, ne sentez-vous pas un élan présidentiel chez le Premier ministre, justement ? C'est une petite musique qui monte. Non, mais le Premier ministre, il est à la tâche. Et ce qu'il a réalisé au cours de ces derniers mois... Peut-être que vous allez vous déclarer candidate à la présidentielle. Non, j'ai pas... Il y a suffisamment de candidats déjà sur l'échiquier. Non, je n'ai pas d'annonce à faire. Je n'ai jamais caché mes convictions politiques. Je suis aussi une militante politique. Le Premier ministre est à la tâche. Ce qu'il a réalisé ces derniers mois, sur le plan des résultats, est au rendez-vous. Il faut se rappeler la situation du mois d'octobre dernier. Il fallait faire voter un budget pour le pays. Il va falloir maintenant la aussi. Stabilité, il l'a fait. Nous avons fait passer un certain nombre de réformes importantes jusqu'à encore cette nuit avec la loi agricole. Donc vous voyez, il est lui-même dans sa fonction pleinement.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait une primaire, cette fameuse primaire qui court sur toutes les lèvres. C'est une primaire de Horizon jusqu'à Reconquête. J'y suis défavorable, je l'ai déjà dit, je n'ai pas changé d'avis, je ne crois pas à la primaire, je ne crois pas au spectacle que donne la primaire aux Français, qui est fait d'invectives et de ressentiments d'ailleurs à la fin. Ça n'a pas toujours produit les résultats escomptés par ailleurs, ça l'histoire nous le montre, ça n'a pas donné des candidats qui gagnaient la présidentielle. Je crois plutôt à une sélection naturelle. Un peu comme Gérard Larcher qui a fixé à peu près novembre la limite. Donc je crois à des ralliements autour d'Édouard Philippe. Autour d'Édouard Philippe, oui, il reste en tête. C'est des ralliements, mais c'est Édouard Philippe qui lead. Parce que c'est sa force. Sa force, c'est le rassemblement. Il est le candidat en capacité de rassembler autour de lui, parce qu'il incarne à la fois l'autorité et la stabilité, toutes choses que recherchent les Français qui veulent aller, qui en ont marre des excès permanents. Il est ce candidat du barycentre, en quelque sorte. On parlait tout à l'heure de Marine Le Pen. Je disais qu'elle était devant dans tous les sondages. On donne même Marine Le Pen gagnante au second tour face à Édouard Philippe. Sondage récent. Est-ce que vous mettez le RN et LFI dans le même sac ? Alors d'abord, ce sont des sondages. Donc on est à 9 mois, 8 ou 9 mois. C'est pour ça que j'ai précisé que c'était les derniers sondages. Vous avez raison. Et ce sont des sondages et nous sommes à la tâche. Nous irons porter le projet partout dans le pays. Édouard Philippe continue à Vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que vous mettez le RN et LFI dans le même sac, Naïma Moutchou ? Alors, dans le même sac. Est-ce que vous mettez sur la même étagère le RN et le LFI ? Moi, je me battrai contre les extrêmes jusqu'au bout, je l'ai dit. Je l'ai fait, d'abord. Lorsque j'étais moi-même candidate aux législatives, j'ai toujours dit ni RN ni LFI. Ni le Rassemblement national, ni la France. Problème s'il y a un second tour, RN-LFI. Alors, je ne me place pas dans cette situation. Très bien. Ma réponse ne va pas vous satisfaire, mais je ne peux pas me placer dans cette situation. Je ne veux pas ça pour mon pays. Je ne veux pas la tenaille des extrêmes. Voilà pourquoi je ferai campagne, mais jusqu'au bout, jusqu'au dernier quart d'heure, pour Édouard Philippe. Donc si ça arrive, je vous reposerai la question au moment où il y aura ce second tour, s'il y en a un comme ça. L'actualité ce matin, Naïma Moutchou, c'est Frontex qui pointe du doigt des agissements de l'ONG Sea-Watch au large des côtes libyennes, des migrants directement transbordés des bateaux des passeurs sur le bateau de cette ONG. C'est la deuxième fois en une semaine. Est-ce qu'il y a une collusion entre les ONG et les passeurs ? Alors, c'est un sujet qui revient de manière récurrente. Oui. C'est possible. Ce sont les enquêtes qui le détermineront, ce qui montre bien qu'il faut reprendre la main, le contrôle sur les flux migratoires. C'est un des sujets majeurs, ce sera un sujet de débat d'ailleurs de la présidentielle. Il faut reprendre le contrôle des flux migratoires. Avec quoi ? Il faut le faire avec des mesures très précises. C'est-à-dire ? Le gouvernement en a les moyens, il en a la possibilité. Je regarde par exemple ce qui se passe à Mayotte comme ministre des Outre-mer. Vous savez, c'est un territoire particulier qui subit une pression migratoire hors norme. Alors non seulement les Comores, mais aussi les Africains des Grands Lacs. Il faut des moyens, d'abord des moyens matériels, humains, parce qu'il faut traiter les demandes d'asile très rapidement pour pouvoir délivrer des OQTF, pour pouvoir reconduire ceux qui n'ont pas vocation à rester dans les frontières. Il faut pouvoir échanger avec les pays partenaires et donc établir des conventions qui permettent d'obtenir des laissez-passer diplomatiques. Il faut. Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas ? C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire à Mayotte. On monte en puissance. Je peux vous dire que les forces de sécurité agissent quotidiennement pour interpeller des migrants, pour les ramener. Nous sommes en lien, le Quai d'Orsay est en lien avec les pays tiers en question pour obtenir des laissez-passer diplomatiques. Il faut être dans l'action, peut-être dans les slogans, imaginer organiser des référendums. Sur les visas de retour, c'est là que ça bloque justement ? Ça peut bloquer sur les visas de retour parce que c'est effectivement une question de rapport de force aussi, nous le savons bien. Et qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Avec des pays, on met la pression ? Bien sûr, on met la pression, on continue la discussion et on obtient des résultats. J'aurai l'occasion de me déplacer avec le ministre de l'Intérieur, c'était prévu, dans les semaines qui arrivent à Mayotte, justement pour montrer l'action de l'État au quotidien pour gérer ces flux migratoires. Donc évidemment, c'est possible. Je ne dis pas que c'est simple, personne ne dit d'ailleurs que c'est simple, mais je ne vous dis pas que tout est perdu non plus. Il y a des résultats qui se font et on doit continuer à être offensif sur le sujet. Le présent et le futur, Édouard Philippe sera-t-il celui qui réglera le contentieux avec l'Algérie ? Alors, il s'est prononcé sur l'Algérie. Le contentieux avec l'Algérie, j'aime pas beaucoup le terme parce qu'on a l'impression qu'on met dans le même sac le gouvernement algérien et le peuple algérien. Si vous préférez le contentieux avec le régime algérien. Avec le régime algérien. C'est la Convention notamment qu'il a dénoncée. Il a été le premier à le faire de délivrance de visa, dont nous considérons que c'est un texte qui est anachronique, tout simplement. Les conditions des années 50-60 de signature sont plus du tout... Il faut négocier avec l'Algérie. C'est possible ? Mais bien sûr que c'est possible. Oui, c'est possible. Comment ? Méthode douce ou méthode forte ? Alors, il faut commencer par la méthode douce. Parce que les relations... C'est ce qu'on est en train de faire le gouvernement actuel avec Jean Albar. Absolument, et c'est normal, parce qu'il faut toujours privilégier les relations diplomatiques.
Donc il faut y aller étape par étape et voir comment tout ça se présente. Et donc la méthode douce, c'est l'octroi de 250 000 visas supplémentaires. Vous pensez que c'est une bonne solution ? Alors, c'est ce qu'a dit effectivement l'ambassadeur de France en Algérie, qui n'a pas été repris par... c'est pas la position du gouvernement. Donc, c'est pas la méthode qui a été... Il est ambassadeur de France en Algérie, absolument. Donc s'il le dit, c'est qu'il a le go du Quai d'Orsay. Oui, mais ça n'est pas à l'ordre du jour. D'abord, si ça devait se faire, c'est du temps long. Mais ce qu'on souhaite d'abord, c'est remettre à plat l'exercice. Donc, il ne faut pas se tromper d'ordre dans les choses qu'on doit faire avec l'Algérie sur les sujets migratoires. D'abord, remettre de l'ordre, y voir plus clair, renégocier cette convention qui n'est plus au goût du jour, parce que nous avons un sujet de gestion migratoire avec notamment les Algériens, et voir où cela nous mène. L'Allemagne, la Belgique, l'Autriche, le Portugal sont tous revenus sur le regroupement familial. Est-ce qu'on doit faire de même en France ? Je crois qu'il faut s'y pencher. Oui, je crois qu'il faut s'y pencher parce que les conditions dans lesquelles le regroupement familial a été pensé, a été imaginé, la manière dont il a évolué, tout ça ne correspond plus aux années 2026 aujourd'hui. Et donc, ça ne doit pas être un sujet tabou. Donc, ça fait partie d'ailleurs du programme d'Édouard Philippe qui dit qu'en matière de gestion de flux migratoires, il faut regarder les conditions du regroupement familial pour les restreindre. Il faut faire ça bien. L'idée n'est pas de priver ceux qui sont ici de leur famille quand les conditions sont remplies. Il y a aussi un aspect humanitaire qui n'est pas à négliger, mais il faut quand même de la fermeté. Donc c'est un exercice, là aussi, auquel il faudra se plier. Naïma Moutchou, il y a 3 ans, vous avez vous-même, en tant que députée, fait l'objet d'attaques racistes absolument abjectes. Vous avez, pendant cette Coupe du Monde, alerté sur le racisme dont faisait l'objet Kylian Mbappé, l'équipe de France, mais aussi Luc Hadine. Jean-Claude Luc, vous êtes d'accord pour dire que le racisme n'est pas limité à une couleur de peau ? Oui, je suis tout à fait à l'aise pour le dire. J'ai toujours combattu toutes les formes de racisme, d'où qu'elles viennent. Il se trouve que je suis avocate de métier. J'ai beaucoup plaidé dans des affaires de racisme, de lutte contre les discriminations. J'ai plaidé dans des affaires de racisme anti-blanc. Donc ça existe. Et bien sûr qu'elles existent. Elles existent. Elles doivent toutes être combattues d'où qu'elles viennent. À partir du moment où vous êtes attaqué pour votre couleur de peau, votre origine, votre orientation sexuelle ou religieuse, c'est du racisme. Il faut être au rendez-vous de ce combat, que ce soit Kylian Mbappé, Luc Hadine ou n'importe quel autre. Il y a aussi des joueurs qui viennent des Outre-mer, qui ont été attaqués, qui sont français, qui viennent des territoires ultramarins, attaqués aussi pour ceux qu'ils sont. L'équipe de France tout entière a été attaquée par le chef du gouvernement, l'ancien chef du gouvernement espagnol, Mariano Rajoy, qui a dit qu'il n'y avait pas un seul Français dans l'équipe de France. C'est une honte, c'est inacceptable d'entendre ça, parce que les propos qui ont été tenus reviennent à nous attaquer nous directement, et à ce que nous sommes et à ce que nous représentons. Ce que je refuse en revanche, c'est qu'on instrumentalise un racisme pour en minimiser les autres, ce que font certains. Vous voyez bien, il y a un racisme qui serait plus important que les autres. C'est-à-dire ? Il n'y a pas de hiérarchie de victimes. Alors ça dépend des camps. Il y en a qui vont vous dire... Qu'est-ce que vous voulez dire, Naïma Moutchou ? Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez certains responsables politiques, je parle de responsables politiques aujourd'hui, qui vont instrumentaliser une forme de racisme, le racisme anti-musulman d'un côté ou l'antisémitisme de l'autre, pour monter les communautés les unes contre les autres. Ça, c'est inacceptable. C'est extrêmement dangereux. Il faut combattre toutes les formes de racisme, toutes les formes d'antisémitisme, d'où qu'elles proviennent. L'antisémitisme est toujours là, et vous le dites très justement ce matin, Naïma Moutchou, 3,5 actes quotidiens, tous les jours. Que dites-vous à la DJ Barbara Bush ce matin ? Est-ce que vous lui apportez votre soutien ? Je lui dis mon soutien et ma solidarité. Ce qui s'est passé, les images que j'ai vues, elles sont insupportables. Elles sont insupportables. On peut critiquer, pas être d'accord avec une artiste. On est un grand pays. Vous voyez bien que la liberté d'expression peut s'exprimer. C'est une richesse que nous avons là. Mais empêcher une artiste de se produire parce qu'elle est juive ou parce qu'elle est homosexuelle, ça ne doit jamais exister. Jamais. Là, en l'occurrence, parce qu'elle avait signé la loi Yadan, qui vise à lutter contre l'antisémitisme. Il y a des outils pour dire qu'on n'est pas d'accord. On peut même manifester. Vous voyez, on est un grand pays. En revanche, empêcher une artiste de se produire, c'est une ligne rouge là qui est franchie. Tout le monde devrait le dénoncer, quel que soit le bord politique, et notamment la gauche devrait le dénoncer, sans nuance. Elle est absente, la gauche ? Elle est et le monde de la culture, vous avez entendu le monde de la culture pour soutenir Barbara Bush ? Assez peu, même si j'entends quelques artistes aujourd'hui. Je vois bien que c'est un sujet tabou, encore une fois. Ça ne doit pas l'être. Ça ne peut pas être un sujet tabou. Le rapport à l'autre, la haine de l'autre, c'est une question de société qui nous engage tous. Et à partir du moment où vous êtes attaqué parce que vous êtes juif,
alors il n'y a pas de mais, ça doit être condamné comme de l'antisémitisme. Naïma Moutchou, vous portez le volet ultramarin contre le narcotrafic. Le maire d'Alès, Christophe Rivin, qui a reçu jeudi dernier des menaces de mort accompagnées de balles déposées dans sa boîte aux lettres et d'un message signé DZ Mafia. Cette lutte contre le narcotrafic, vous, pour l'outre-mer, vous l'avez doté de 14 millions d'euros. Est-ce que c'est à la hauteur des réseaux criminels qui, eux, disposent de moyens financiers colossaux ? Vous avez raison, ça nous oblige à adapter notre réponse en permanence. Ils ont des moyens colossaux, ils s'internationalisent. On a parfois affaire à des cartels. J'ai lancé un grand plan lutte contre le narcotrafic pour les Antilles et la Guyane, à la demande du président de la République, sous l'autorité du Premier ministre, justement, qui opère un changement d'échelle pour qu'on soit à minima au même niveau que les trafiquants. On va renforcer les moyens, les équipements, parce que vous savez que les Outre-mer sont en première ligne. Les stupéfiants qui viennent d'Amérique du Sud passent aux abords, par les ports, par les aéroports des territoires ultramarins. Donc il faut y mettre les moyens matériels, radars, moyens de sécurité, plus de personnel, de douane, de brigades nautiques. C'est ce que nous Ça faisons. suffira ? Et je vais vous dire. Et la corruption, notamment, par ces moyens financiers colossaux des cartels dont Absolument. vous parlez ? Il y a aussi un plan anti-corruption qui est décliné. Il y a aussi un moyen qui est mis sur les douanes. Mais c'est un combat total. C'est vrai que c'est un combat qui est gigantesque. Il faut à la fois des moyens de sécurité, mais je vais vous dire, il faut que tout le monde prenne ses responsabilités. Il faut que les collectivités et les élus locaux fassent de la prévention. C'est un appel que vous lancez ce matin ? Absolument. Il faut que les familles jouent leur rôle auprès de leurs enfants aussi pour les détourner de ces trafics. Il faut que l'école apporte aussi ce qu'elle a apporté en termes d'instruction, de valeurs. Les associations. Il n'est pas trop tard pour ça, mais quand il n'est jamais vous trop avez tard. des jeunes qui sont gangrénés dans le trafic et dans le narcotrafic et qui apportent énormément d'argent, beaucoup plus que les allocations familiales aux familles. Comment est-ce que vous voulez leur dire, écoutez, non, ce que vous faites, c'est pas bien ? En leur donnant des perspectives, d'abord. Il faut leur donner des perspectives. C'est ce que je veux faire dans les territoires. Ça peut prendre combien ? 1, 2 générations ? Ultramarins. Écoutez, ça ne peut pas être un combat. Pardonnez-moi d'être plus pessimiste que vous, Naïma Moutchou. Mais moi, je ne peux pas me résoudre à dire qu'un enfant va préférer choisir un réseau plutôt que choisir un travail, c'est la réalité, ou un apprentissage. Non, parce que quand vous mettez les moyens, vous voyez les résultats. C'est ce qu'on fait dans les territoires ultramarins, parce qu'on accélère sur la feuille de route économique en offrant de l'emploi, de la formation, de l'apprentissage, en permettant à des étudiants qui veulent venir continuer à poursuivre leurs études en Hexagone de pouvoir le faire, pour les éloigner justement de la tentation de l'argent facile. Il faut des actions concrètes, c'est vrai, ça prend du temps parce que c'est un combat qui se mène différemment aujourd'hui. C'est pour ça que je vous disais, au moins une génération. Je ne sais pas si c'est une génération. Ça va prendre 10 ans. Ce qui est certain, c'est que ma responsabilité, c'est d'agir dès aujourd'hui. Et justement, selon une enquête d'Europe 1 et via notre journaliste William Molinier, la France n'est plus seulement un marché de consommation, c'est aussi un marché exportateur. La France, est-ce qu'elle se mexicanise, comme le disait un ancien ministre de l'Intérieur ? Je ne voudrais surtout pas qu'on en arrive à ces considérations. Et je reprends l'exemple des Outre-mer qui est très parlant. Quand vous êtes dans les Antilles, dans la Guyane, vous n'êtes pas loin de la Colombie, vous n'êtes pas loin du Pérou, du Venezuela, qui sont des pays avec des cartels très puissants, avec des moyens financiers colossaux. Est-ce qu'on veut prendre le risque, effectivement, d'avoir des États prédateurs, corrompus ? Certainement pas. Pour ne pas en arriver là, il faut lui mettre les moyens. C'est ce que nous faisons avec le plan narcotrafic, c'est ce que nous avons fait avec la loi narcotrafic votée l'année dernière, c'est ce que nous faisons en renforçant les moyens de renseignement partagés. C'est un panel d'actions. Là aussi, c'est des discussions avec la Colombie, avec des pays comme cela. Absolument. Quand j'étais en Martinique, le président colombien, l'ancien président colombien qui dit répliquer à Donald Trump que la cocaïne, c'était pas plus nocif que le whisky. En parlant du whisky américain. Bon, évidemment, c'est des propos qui ne sont pas acceptables et que je ne veux pas en prendre à mon compte. Mais, non, mais voyez où on en est. Mais quand j'étais en Martinique, précisément, c'est pas un combat qu'on peut mener seul. On le sait pertinemment. Et donc, il y a aussi la coopération régionale à mettre en place. Quand je suis allée en Martinique, c'est ce qu'on a fait. Une vingtaine de pays qui étaient réunis, de Sainte-Lucie, la Dominique, Haïti, qui ne sont pas très loin. Ensemble, nous disons qu'il faut qu'on mène ce combat, qu'on mutualise nos moyens, qu'on partage plus de renseignements, qu'on coopère aussi de manière judiciaire. Donc, il y a une volonté commune d'avancer, il y a des actions qui sont mises en place, qui sont en train de produire des résultats, qui continueront d'en produire. Rapidement, qu'est-ce qu'on fait pour le pouvoir d'achat dans les Outre-mer ? Taux de pauvreté, 77% à Mayotte, 53% en Guyane, 36% à La Réunion. Qu'est-ce qu'on fait ? Vous avez raison, c'est un sujet de préoccupation majeur, parce que c'est la première des inégalités, c'est le pouvoir d'achat. C'est le premier sujet dont je me suis saisie, le Premier ministre ayant dit « c'est la priorité des priorités ». J'ai fait voter un texte de loi au Sénat de lutte justement contre la vie chère, que je suis en train d'améliorer, qui poursuit sa navette parlementaire. Il arrivera à l'Assemblée nationale dans les prochains mois.
Et je travaille à une feuille de route économique parce qu'il faut redonner les moyens aux territoires ultramarins de développer leur économie. Ce sont des petits territoires insulaires, il faut qu'ils puissent, dans les filières où ils peuvent produire, le faire. Donc il faut investir, il faut les voir vraiment comme des territoires où investir, pas comme des territoires à compenser. Ils ont des atouts, il y a des potentialités, il y a de l'énergie, il y a des choses à faire. On va développer cette feuille de route économique pour leur donner des moyens, ce qui permettra de faire gagner du pouvoir d'achat à nos compris compatriotes. sur le carburant qui augmente en métropole et qui va sans doute augmenter déjà dans les territoires. Conséquence effectivement de la guerre au Proche-Orient, à laquelle nous sommes opposés, mais que nous subissons par ailleurs. Mais il y a des mécanismes qui sont mis en place. Nous l'avons fait dès le début, avec des systèmes de compensation. Le Premier ministre en avait fait alors sa donc priorité. Un prix spécial pour les territoires d'outre-mer ? Dans les territoires ultramarins, il y a un mécanisme de fixation des prix déjà par arrêté, par voie préfectorale. On fixe un prix en fonction du mois précédent, ce qui permet déjà d'amortir le premier mois. Puis ensuite, on s'adapte. Tout ce qu'a proposé le Premier ministre sur le plan national a vocation à s'appliquer dans les territoires ultramarins. Puis après, s'il faut des dispositions spécifiques, on le fera. Merci beaucoup, Merci. Naïma Moutchou. Bonne journée. Merci beaucoup.